Connaissez-vous les énergies grises? Ces ressources sont la partie immergée de l'iceberg de la production, difficilement quantifiables mais qui sont pourtant bien réelles. On appelle énergie grise les ressources dépensées pour la production, la transformation et le transport d'un produit, et se retrouvent ainsi dans tout type de domaine, de la construction de bâtiments à la fabrication de voitures, mais aussi dans le secteur de l'alimentation. En effet, il faut de grandes quantités d'énergie pour faire pousser les plantes et nourrir le bétail nécessaire à notre survie. Mais il faut également tenir compte du transport des produits terminés jusqu'à nos magasins, de l'électricité consommée pour maintenir les aliments au frais, et du coût énergétique de la transformation d'un produit de base en un aliment élaboré. On estime que jusqu'à 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à l'agriculture et à l'acheminement des produits alimentaires jusqu'aux endroits où ils seront transformés et stockés avant d'être vendus. D'autant plus que 50% de l'eau douce utilisée sur Terre est destinée à l'agriculture, selon le World Resources Institute. Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde augmentent chaque année, et on peut ainsi constater que les quantités de CO2 émises ont été multipliées par 5 depuis les années 50, et la consommation d'eau par 4. Cependant, tout n'est pas perdu, car il existe effectivement de nombreux moyens simples pour réduire son impact sur la planète en ne modifiant que très légèrement nos habitudes de consommation. Mais nous ne voulons pas tenir un discours moralisateur ou déprimant, car même si la situation est critique, il est bon de rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour faire un geste pour la planète. Aussi, nous allons simplement faire un tour d'horizon des diverses facettes de la pollution dans le secteur de l'alimentation, en soulevant les problématiques, mais surtout en proposant des méthodes simples pour réduire sa consommation en eau et en énergie. Lorsque l'on pense à nourriture écologique, l'un des premiers facteurs qui nous vient en tête est évidemment la question de la surconsommation de viande. Un Suisse, en moyenne, consomme 50 kg de viande par année, soit près d'1 kg par semaine. De nombreux nutritionnistes affirment que 2 portions d'environ 200 g par semaine suffisent largement à combler nos besoins nutritionnels. Le principal problème de la surconsommation de viande est, de fait, que sa culture demande énormément plus d'eau que pour les autres aliments. Ainsi, un bœuf demandera environ 15 000 litres d'eau par kilo de viande avant d'être mangé. Un porc en demandera 6 000 et un poulet 4 300. À titre de comparaison, un kilo de céréales en demande seulement 350 en moyenne. Aussi, 90% de la culture de soja dans le monde est destinée à nourrir le bétail que nous mangerons par la suite. Or, assez paradoxalement, le soja contient déjà beaucoup de nutriments nécessaires à notre santé. Ainsi, une grande partie du soja produit dans le monde serait bien plus rentable à être consommé directement par nous autres, à la place de le manger indirectement à travers les animaux d'élevage. La question n'est pas forcément de devenir végétarien, mais simplement de réfléchir un peu plus à si 5 repas carnés par semaine sont réellement nécessaires. Mais il existe une deuxième alternative à la viande, moins connue, mais surtout moins répandue. Il s'agit de nos amis les insectes. Les insectes sont, dans l'imaginaire collectif, des êtres généralement impropres quand ils ne sont pas complètement répugnants. Or, il se trouve que beaucoup d'insectes se trouvent être en fait relativement sains. De plus, leur évolution est bien différente de nous autres, les hommes, étant donné que le dernier ancêtre commun que nous partageons avec ces derniers semble dater d'il y a plus de 600 millions d'années. De ce fait, notre patrimoine génétique est très différent, ce qui limite pas mal la propagation de maladies. Enfin bon, là n'est pas le sujet. Un kilogramme d'insectes demande largement moins d'eau qu'un kilogramme de viande traditionnelle, puisqu'un à 10 litres seulement suffisent généralement pour obtenir 1 kg d'insectes tels que le criquet. On peut également remarquer qu'en plus d'être moins coûteux en eau, ils sont aussi plus intéressants sur de nombreux points nutritionnels. Le principal problème est alors davantage une question culturelle et esthétique que sanitaire. Nous avons tous déjà entendu parler, au moins une fois, de l'huile de palme. Cette fameuse huile qui se retrouve dans beaucoup de produits agroalimentaires. Mais savez-vous réellement pourquoi de plus en plus de monde tente d'éviter ces produits en contenant? Ce n'est pas forcément pour des raisons de santé. Cette huile n'est en effet pas beaucoup plus dangereuse qu'une autre pour notre bien-être. Non, la vraie raison se trouve plutôt dans la façon dont elle est produite. Cette plante, la palme, a besoin d'une grande quantité de chaleur pour pousser, et pour éviter de devoir construire d'énormes serres dans les pays froids et de les chauffer toute l'année, les producteurs préfèrent exporter les plantations dans des pays chauds proches de l'équateur. Cependant, comme l'espace cultivable n'est pas illimité et que les demandes en huile de palme ne vont pas en s'amenuisant, la solution la plus rentable pour eux se trouve être dans la déforestation de la forêt primaire. Cette même forêt qui contient 60% de la biodiversité terrestre et dont, à l'heure actuelle, dépendent directement près de 2 milliards d'êtres humains. Juste pour oublier qu'elle est, avec les océans, le poumon de la planète. Des alternatives sans huile de palme sont disponibles dans tous les commerces. Il ne reste donc plus qu'à faire le bon choix.
Mais il faut aussi faire attention à certaines méthodes de pêche. Nous connaissons pour la plupart la pêche à la dynamite, qui a bien heureusement pratiquement disparu à l'heure où je vous parle. Mais ce n'était pas la seule qui est dangereuse pour l'environnement, car il existe une pêche à haut rendement appelée pêche au chalutier, qui menace la survie de nombreuses espèces marines et qui est encore relativement répandue aujourd'hui. Les chalutiers sont de gros bateaux, tirant d'énormes filets derrière eux, raclant le fond des océans pour attraper le plus de poissons possible. Mais malheureusement, cette méthode de pêche engendre beaucoup de dégâts collatéraux, car se retrouvent également dans ces filets d'autres animaux tels que des tortues, des mammifères marins ou tout simplement d'autres espèces de poissons non comestibles. Mais cela détruit également ce que l'on appelle le plancher océanique, c'est-à-dire la couche de végétation marine qui tapisse le fond des mers et des océans, et qui sert de refuge à de nombreuses espèces et dont la disparition mettrait l'existence en péril. Consommer des produits issus de l'agriculture biologique est également un bon moyen de réduire la dégradation de l'environnement par son alimentation. Les aliments bio sont en général plus onéreux que les autres. Cette solution ne s'adapte donc pas à tout le monde, mais les avantages n'en sont pas moindres. Car même si l'agriculture biologique n'a pas principalement comme avantage de réduire les coûts en eau comme c'est le cas pour les insectes par exemple, les vrais bénéfices viennent du boycott des produits chimiques, des herbicides et pesticides, mais aussi des OGM. Car même si tous ces produits prohibés par l'agriculture biologique ne sont pas forcément dangereux pour l'homme, ils sont pour la plupart de néfastes polluants, infectant ainsi les nappes phréatiques, mais surtout tuant de nombreux insectes et vers dont se nourrissent eux-mêmes les lézards et les petits oiseaux, impactant ainsi toute la pyramide alimentaire. De plus, une terre sans vers ni bactéries décomposeurs a toutes ses chances de devenir stérile. Ce qui nous amène aux OGM. OGM est l'acronyme d'organismes génétiquement modifiés. Ce sont, autrement dit, des plantes dont les gènes, les codes, ont été altérés afin d'offrir un meilleur rendement. Il n'a pas encore été prouvé de manière claire que ces végétaux sont réellement nocifs pour l'homme. Cependant, il est clair que leur utilisation nuit fortement à la biodiversité. Prenons un exemple typique pour mieux comprendre comment de tels produits peuvent nuire à l'environnement. Imaginons un agriculteur de tomates dans un pays relativement pauvre, qui se retrouve donc souvent sous-payé. Il sautera alors sur n'importe quelle occasion pour améliorer son rendement. Et c'est là que les firmes OGM agissent en général, en proposant une graine moins chère, que le paysan acceptera alors volontiers. Mais ces graines OGM sont pour la plupart stériles, ce qui force le paysan à venir acheter des graines chaque année auprès de la firme. Elle a donc réussi à créer une forme de dépendance. Ces graines sont modifiées pour résister aux pesticides que les agriculteurs n'hésiteront plus à utiliser en masse pour préserver leurs précieuses récoltes, rendant ainsi les terres stériles elles aussi. Le principal problème des OGM est donc qu'ils mènent à une réduction de la biodiversité, tout en favorisant l'utilisation des pesticides. Et bien sûr, il est très facile de trouver sur internet des listes répertoriant des marques de produits contenant des OGM, afin d'éviter d'indirectement financer ce système. Les emballages sont aussi un facteur de pollution conséquent. Il n'y a qu'à voir la quantité astronomique de déchets ménagers qui se retrouvent chaque année dans nos océans pour s'en rendre compte. On peut aisément remarquer que beaucoup de produits sont suremballés de nos jours lorsqu'on les achète sur les grandes surfaces. Heureusement, il y a des méthodes simples pour remédier à ça. Bien sûr, en favorisant les produits moins emballés. Mais il y a moyen d'aller plus loin avec les achats en vrac. Le concept est relativement simple. Il s'agit de supprimer pratiquement toute trace de déchets d'emballage. Ainsi, dans un magasin vrac, il n'est pas question d'acheter des produits emballés, mais de venir directement au magasin avec son récipient pour le remplir de céréales, d'huile, de pâtes, de chocolat, rendant ainsi le concept d'emballage futile. On notera également que nombre de ces magasins sont également biologiques et issus du commerce équitable, de quoi faire d'une pierre deux coups. Dans ces magasins, on peut prendre également la quantité exacte de chaque produit, ce qui nous permet également de limiter le gaspillage alimentaire. Savez-vous que près d'un tiers de la nourriture en Suisse, qu'elle soit produite localement ou importée, se retrouve à la poubelle? On parle quand même de 300 kg de nourriture par année par personne, soit environ 2,3 millions de tonnes de nourriture gaspillée par année. On peut facilement savoir d'où viennent toutes ces tonnes de nourriture gaspillée. Beaucoup de monde jette de la nourriture car il l'achète en trop grande quantité, ou alors la jette à peine la date de péremption dépassée, même si le produit peut être encore largement comestible, voire carrément intact. On peut également penser aux centres commerciaux qui jettent souvent dans les bennes des produits invendus, en particulier le pain et les légumes frais. Tout ce gaspillage présente une part non négligeable de l'écologie dans le secteur de l'alimentation, et il me semble en plus que c'est l'un des facteurs les plus simples sur lequel on peut agir au niveau individuel. Il y a encore un dernier point sur lequel il est bon de revenir pour préserver au mieux notre environnement. Il s'agit de faire attention à la provenance de sa nourriture, ou de façon plus générale, à ne pas acheter n'importe quoi n'importe quand.
Aujourd'hui, il est facile de se procurer n'importe quel produit en tout temps, quelle que soit la saison. Et évidemment, ceci a un prix. Vous imaginez bien que pour manger des fraises en hiver, il est inévitable que celles-ci ont dû soit être cultivées sous serre, soit importées depuis un pays chaud. Tous ces trajets que la nourriture fait par bateau, par avion ou par camion sont à tenir en compte lorsque l'on parle de l'énergie grise. Prenons pour exemple les asperges vertes, qui sont massivement importées de Californie. Leur transport émet près de 55 tonnes de CO2 chaque année, ce qui correspond à 19 millions de litres de pétrole brûlé, soit un trajet en voiture de 160 millions de kilomètres. Ainsi, il est préférable de privilégier des produits de saison et les produits locaux, afin d'éviter le plus possible les transports polluants et les serres chauffées à l'année. Et voilà, nous avons terminé notre tour d'horizon des facteurs les plus évidents concernant les moyens de rendre son assiette plus verte. Il y a encore évidemment plein d'autres méthodes que nous n'avons pas abordées, comme par exemple la viande in vitro, mais je pense qu'avec ces points que nous venons de développer, il y a largement de quoi faire pour chacun d'entre nous. En conclusion, le principal à retenir est que quelles que soient les modifications que nous pouvons faire sur notre alimentation, le plus important n'est pas de faire beaucoup, mais sur la durée. Changer une ou deux petites choses pour le reste de sa vie et d'y aller progressivement, plutôt que de passer du tout au tout du jour au lendemain, mais de ne pas tenir plus d'une semaine. Aussi, avant de terminer, nous tenons à remercier Rebecca du magasin en vrac Le Silo à La Chaux-de-Fonds pour son aide des plus précieuses et pour avoir accepté d'être experte pour notre TIP. Et sur ce, nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et nous vous disons au revoir.